Bonjour et bienvenue dans votre émission Tumulte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ambiguïté stratégique de la France en Afrique. Elle laisse faire N'Djamena quand elle est intraitable avec Niamey, incandescente par ici quand elle fait les yeux doux par là. Les jeunes des pays des anciennes colonies françaises ont fini par ne plus respecter cette France qui a parfois et souvent été adulée par ses dévanciers. Endormie sur ses acquis, à son réveil brutal, son armée s'est pour le moins rendue aujourd'hui SDF. Est-ce la fin non proclamée d'un cycle? En tout cas, votre émission Tumulte sur Global Africa, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux turbulences d'une relation aux allures de « je ne t'aime plus, moi non plus ». Pour en parler, nous recevons Virgile Fumangoy, économiste gabonais, Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, ancienne directrice générale de RFI et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et Antoine Glaser, journaliste écrivain et spécialiste de l'Afrique. Voilà, pour aller très vite, Virgilio, vous allez nous dire les origines de la déchirure ont commencé par pourtant des liens forts qui ont uni les 14 pays africains à la France. Même si c'était des liens souvent contrastés avec les pertes d'indépendance en Afrique. Vous savez, Sadio, il faut que vous sachiez que la politique aujourd'hui est une question générationnelle et qu'aujourd'hui, les nouvelles générations souhaitent un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Bon, les relations avec la France, moi je parlerai du cas du Gabon, sont des relations fortes depuis le président Léon Mba, qui avait d'excellents rapports, je ne dirais pas avec le général de Gaulle, mais avec son homme Afrique, Jacques Foccart. S'en est suivi la relation de Omar Bongo, 50 ans plus tard, avec Giscard d'Estaing, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand et Jacques Chirac. Et aujourd'hui, cette génération a compris qu'il faut que la donne change. Mais la donne change pas de manière radicale, je dirais de manière plutôt homéopathique. C'est parce que nous gardons quand même, moi je parlerai toujours du cas du Gabon, des bonnes relations avec la France. La France est notre premier partenaire économique. La France... Voilà, donc cette partie, on en parlera plus tard. Geneviève, ces relations ont parfois été contrastées par les postures de Houphouët-Boigny Senghor et Sékou Touré par rapport à ceux du Mali. Oui, également. Vous vous situez dans une perspective historique, là. Oui, historique, dans le temps. Oui. Non, Il y a eu des contrastes à l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu la rupture je ne t'aime plus, moi non plus, aujourd'hui. Effectivement, avec Sékou Touré. Ce qu'on peut dire, c'est quand même les pays qui se rapprochent aujourd'hui de la Russie ont quand même des pays qui, au moment des indépendances, étaient déjà proches, à l'époque de l'Union soviétique. Mais oui, effectivement, au moment des indépendances, il y a eu plusieurs blocs totalement différents. Vous citez Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor. Bon, c'était les pères, Houphouët surtout, les pères de la France-Afrique. Aujourd'hui, je dirais qu'après les indépendances, on passe à une nouvelle ère qui est l'ère de l'exigence de la souveraineté, d'une nouvelle souveraineté, à travers la construction d'une relation sans doute plus harmonieuse, mais surtout plus égalitaire, je dirais. Alors, à propos de cette souveraineté, justement, Antoine Glaser, est-ce que la souveraineté doit être une chanson consciente sur tous les toits ou un acquis qui, s'il n'y avait pas des relations très dures avec la France, serait passé inaperçu. Le mot serait en tout cas passé inaperçu, car la souveraineté se serait exercée normalement. Oui, je pense qu'il faut voir ça sur un plan vraiment historique. Ça veut dire, si on comprend bien la période postcoloniale des indépendances jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89-90, il y avait un système intégré que, pour faire court, on appelle la France-Afrique. C'était un système, vous avez cité leur nom, où on oublie que des présidents comme Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire ou Léopold Sédar Senghor du Sénégal avaient été ministres dans des gouvernements français. Les jeunes ne savent pas. Ils ne savent pas que des gens comme le général Yadema au Togo et puis quelqu'un comme Jean-Bédel Bokassa, qui est un maréchal,
qui étaient des députés de France. Qui avaient été, pas simplement députés de France, mais qui avaient été, quand même, les jeunes ne savent pas, qui avaient été dans l'armée française pour certains d'entre eux, au Vietnam, en Algérie, etc. Et donc, il faut voir ça. Le problème de fond, enfin, moi, c'est mon analyse, c'est que la France, à un moment donné, elle s'est trouvée dans un anachronisme historique. À la chute du mur de Berlin, la France regardait ce qui se passait en Europe et elle avait totalement négligé l'Afrique. Elle n'a pas compris que l'Afrique avait cette volonté de souveraineté. Elle a continué à faire comme chez elle. Et comme vous aviez l'armée française a servi de cache-misère à une présence française globalement déshérence, parce qu'il y avait plus 50 000 coopérants, comme j'ai pu connaître en 1980 encore à Abidjan. Donc je veux dire, moi je vois ça sur un plan historique, et à ce moment-là, la France a continué à se croire chez elle sur un continent totalement mondialisé. Même la France n'a pas vu arriver ni les Chinois, pas plus que les Turcs, même ses propres alliés à la France. La concurrence maintenant s'en sont précarés. Donc si la France, elle était dans un endroit où elle contrôlait les marchés à 50%, elle avait l'uranium du Niger et du Gabon, le pétrole, parce qu'elle s'était fait virer l'Algérie, il y avait le pétrole du golfe de Guinée. Et si on voit ça sur une période historique, ça évite un peu de dire c'est bien, c'est mal, de rentrer dans des considérations. Si on voit ça sur une période historique, on se dit putain, on se dit en 89-90, on aurait dû faire, la France aurait dû faire une grande réunion avec ses chefs d'État en disant écoutez, il n'y a pas simplement comme Éric Orsena qui avait sur un coin de table en disant maintenant c'est important de lier l'aide à la démocratie. Mais je veux dire, les Africains rentraient et mondialisés avaient un autre rapport avec la France immédiatement. Voilà, donc Geneviève, vous qui avez écrit une tribune justement sur la chronique des relations de ces derniers temps, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez particulièrement retenu, surtout depuis l'avènement de Macron, jusqu'à ce jour où il a pourtant été le moins France-africain, mais celui qui a le plus reçu dans le visage, c'est le claque. Voilà. Oui, alors effectivement, avec Emmanuel Macron, on entre dans une nouvelle ère. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la colonisation et qui veut, au moment où il arrive au pouvoir, bousculer les relations franco-africaines. Donc c'est un jeune président. Il a des mots très forts, il a des gestes aussi de restitution, d'œuvres d'art, un certain nombre de choses. Mais le problème d'Emmanuel Macron, dès le départ, à mon sens, c'est que d'abord, il ne connaît pas l'Afrique, il ne connaît pas les codes. Il est entouré de gens qui ne connaissent pas les codes. Donc, il commet un certain nombre d'erreurs psychologiques. Il commet souvent des erreurs psychologiques, malheureusement, Emmanuel Macron, mais il en commet beaucoup en Afrique. Il ne tient pas compte du droit d'aînesse, enfin de l'aînesse, pardon, du rapport aux aînés en Afrique, qui est quelque chose de fondamental. Donc, par exemple, quand il va convoquer des chefs d'État qui sont tous beaucoup plus âgés que lui à Pau pour leur demander des comptes sur... C'était d'abord à Montpellier, quand les Africains ont contesté, et puis c'est devenu Pau. Alors Pau, c'était... Pau, je parle de... Venez ici pour me rendre compte. Oui, mais c'est-à-dire, le contexte, c'était venez à Montpellier me dire... Montpellier, c'est autre chose. Montpellier, c'est les jeunes. Montpellier, c'est les jeunes africains. Non, je vous explique. L'invitation initiale, c'était une convocation des présidents du Sahel à Montpellier. Alors, la jeunesse a refusé cette injonction de Macron qui a été maintenant convertie en invitation à Pau. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je parle des chefs d'État. Non, les jeunes à Montpellier, c'est autre chose. Oui, d'accord. Mais l'invitation initiale, la convocation initiale à Montpellier, autre chose aussi, et qui a été convertie en invitation à Pau maintenant. Moi, je parle effectivement de la rencontre à Pau où il les somme effectivement de s'expliquer sur le pseudo-sentiment anti-français et où c'est très mal perçu. Montpellier, la jeunesse à Montpellier, c'est aussi très mal perçu parce qu'il passe au-dessus des dirigeants africains en convoquant leur jeunesse dans une relation directe avec elle. Donc là aussi, ça passe mal. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'erreurs psychologiques. Et puis ensuite, il y a ce sentiment de deux poids, deux mesures. Dans certains cas, on semble accepter un coup d'État parce que finalement... Oui, mais là, on reviendra là, on rentre dans un autre ère. Mais je voudrais qu'on reste sur la dimension psychologique. Voilà, sur la dimension psychologique, cette condescendance apparente ou réelle de Macron vu à Ouagadougou, vu moindrement à Kinshasa. Ouagadougou, il envoie le président de la République. Voilà, alors qu'au Ghana, il était vraiment l'élève du président ghanéen. Voilà, je voudrais qu'on reste un peu là-dessus. Virgilio.
Écoute, Sadio, ce côté paternaliste, les Africains n'en veulent plus. Les Africains n'en veulent plus, ça il faut le dire. Aujourd'hui, vous avez une élite bien formée. C'est des gars qui sortent de Sciences Po, de l'ENA, de Supdeco et autre chose, j'en passe. Mais ils n'en veulent plus. Donc aujourd'hui, je disais tantôt, il faut aller dans une dynamique gagnant-gagnant. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir dire à un Africain, écoute, maintenant c'est comme si, tu dois faire ça, des injonctions, les gens n'en veulent plus. Les gens ont soif de liberté. Comme a dit un chanteur gabonais, Pierre Claver à Kenengue, il faut libérer la liberté. Mais c'est ça aussi, libérer la liberté. Et comme a dit Charles Péguy, la liberté, justement, avant de libérer la liberté, on a vu que Jean-Marie Bockel, sous Bongo Père, a justement été celui qui était malmené dans ses relations France-Afrique. Il revient en homme un peu plus propre, mais il se salit quand même avec sa présence à N'Djamena, au moment où les élections vont se tenir et qu'il y a un opposant qui est mort. Bongo avait cette particularité. Le président Omar Bongo, j'entends, que j'ai très bien connu, avait cette particularité, c'est les rapports humains. Il avait des rapports personnels avec ses interlocuteurs. Et d'ailleurs, l'histoire raconte, peut-être qu'Antoine Glaser me contradirait, que Bongo nommait les ministres de la coopération. Donc Bongo avait ce courage, pour ne pas parler de virilité politique, de peser sur la classe politique française. Bongo savait dire non quand il fallait dire non, et oui quand il fallait dire oui, selon ses intérêts, bien sûr. Alors donc cette souveraineté, on l'a vu en Afrique, qui consistait à plusieurs reprises que les présidents africains aient raison dans les décisions politiques en France, et que ça passe inaperçu. C'est comme la jeunesse semble nous dire que tous les présidents africains, francophones en tout cas, sont des valets de la France. Il faut les enlever pour mettre des gens beaucoup plus propres. Enfin, moi, je vais toujours revenir à ma conception de la période historique. Ça veut dire que c'est vrai que ces présidents avaient été cooptés par la France. Cooptés, ça veut dire... évidemment, ils avaient des relations. Encore une fois, un certain nombre d'entre eux étaient ministres déjà dans des gouvernements français. Donc, c'est un déphasage historique. Je veux dire, quand il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, qui n'a pas été forcément formée dans les universités françaises, donc ils ont été totalement en porte-à-faux. C'est pour ça que je dis que c'est un anachronisme historique. Et comme il y avait cette présence, la France est la seule puissance extérieure au continent à avoir des bases, en dehors de Djibouti. Djibouti, il y a le monde entier, en particulier, c'est là où Chinois et Américains se regardent en chien de faïence, mais c'est plus tourné vers l'Indo-Pacifique et le Golfe et du proche Moyen-Orient. Mais en ce qui concerne la France, c'est vrai que on a bien vu que la diplomatie d'influence de la France, qu'est-ce qu'on appelle le porte-plume aux Nations Unies jusqu'à l'heure où l'on parle. Ça veut dire quand il y a eu des résolutions, comme ça la France a entraîné ses partenaires à faire la guerre en Libye, a entraîné ses partenaires aussi à virer Laurent Gbagbo de la présidence en Côte d'Ivoire. Alors bien sûr c'était des forces onusiennes, mais c'était quand même la France qui donnait derrière. Et voilà. C'est ça qui a donné aussi cette impression comme quoi c'est la France qui dirigeait tout. Voilà. Justement, on va finir cette première partie avec l'impression de Geneviève sur ce tirage de la France qui a l'impression, on a l'impression, cette jeunesse qui refuse justement de voir, même quand elle n'est pas là, elle voit la France en train de tirer les ficelles, aujourd'hui encore, même si la France n'y est pas. Oui, il y a quand même beaucoup de fantasmes aujourd'hui, et il y a quand même une vraie volonté de souveraineté, mais quand même beaucoup d'instrumentalisation, notamment dans le Sahel, où aujourd'hui vous avez le sentiment que la France est responsable de tous les maux du monde. Donc il y a quand même une rhétorique anti-française qui certes part parfois de réalité de comportement, de faiblesse, d'erreur, mais qui aujourd'hui va bien au-delà de la réalité, qui est quelque chose d'instrumentalisé et qui est aussi souvent au service d'autres puissances qui jouent un rôle dans cette déstabilisation en termes d'image de la France, qui est très lourde. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants. Merci, chers téléspectateurs.
toujours sur Global Africa, Télé Sud, même plateau, mêmes invités, avec Antoine Glaser pour nous dire l'immigration, la France et l'immigration. À mon avis, c'est la situation des immigrés, que ce soit d'ailleurs ceux qui ont l'asile politique ou ceux qui sont là de deuxième, troisième génération, qui sont français, voilà, mais d'origine africaine, est totalement sous-estimé. Ça veut dire que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et on ne se rend pas compte que c'est même quand ce sont des pays soit qu'ils n'ont pas connu ou ils n'ont pas vécu, c'est eux qui comptent réellement maintenant. Et à mon avis, les relations entre la France et l'Afrique passeront vraiment par les diasporas. Parce que ce qui se passe en Afrique maintenant, l'Afrique est vraiment mondialisée. Les chefs d'État, ceux qu'on aime ou ceux qu'on n'aime pas, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Que ce soit les pays du Sahel, les pays d'Afrique centrale. Enfin, il y a le monde entier en Afrique. Il y a des vrais enjeux. Pour les Américains, eux, leurs cibles, ceux qui surveillent toujours du coin de l'œil sont surtout les Chinois. Pour la France, ce sont surtout les Russes. Mais on ne parle pas des Turcs, de tous les pays du Golfe aussi, qui sont extrêmement actifs, même dans des pays comme le Tchad. On a l'impression toujours que c'est la France. Mais là, il y a des vrais changements. Par contre, les diasporas en France, les migrations, c'est eux qui, compte tenu du fait de leur situation souvent en France difficile, sur le plan du logement, le plafond de verre, pas avoir, même quand ils ont des diplômes, pas avoir du boulot, etc., c'est eux qui se disent, mais alors les Français, ils sont dans nos pays, ils ont cru chez eux dans nos pays pendant 50 ans, et regardez comment ils nous maltraitent quand on est chez eux en France. Je pense que ça est totalement sous-estimé. Donc à mon avis, c'est là où il faut vraiment réfléchir au fait de ce que j'appellerais, c'est une sorte de boomerang, c'est un boomerang inversé. D'accord, donc de ce fait, Virgilio, on a vu que avant l'immigration, les rapports étaient Caïn, je t'aime, moi non plus. Et jusqu'à ce que la politisation du visa survienne avec Sarkozy quand même. Est-ce que ça a marqué le début de la fissure, sinon de la déchirure entre les relations? Oui, je ne dirais pas depuis l'arrivée de Sarkozy, même un petit peu avant. Les Gabonais on leur a imposé un visa, je crois c'est en 86, après les attentats de la rue de Rennes. Parce qu'à l'époque, les Gabonais, on avait juste besoin de notre passeport pour entrer en France. Mais bon, parlant de l'immigration, je rejoindrai un peu ce que disait Antoine Glaser tout à l'heure. L'immigration est une richesse, et pour la France, et pour l'Occident, et pour l'Europe. Parce que j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit « Va acquérir le savoir pour ramener le pouvoir ». Mais le pouvoir de quoi? C'est de véhiculer ce savoir à nos compatriotes. Donc c'est une richesse. Maintenant, il faut voir, c'est selon. L'immigration, c'est pas toujours... faut pas toujours que ça se voit sur un prisme négatif ou quoi que ce soit. Il faut que l'on regarde des deux côtés de la Méditerranée. Voilà, justement, Geneviève, dans ces relations-là, il y a tout un package d'échanges culturels, économiques, et tout ça, mais aussi les médias, qui sont ici en France, qui agissent sur l'Afrique, qui influencent aussi peut-être les décisions ou les consciences de la jeunesse africaine. Ouais. Et là, tout dernièrement, on a vu, sans compter le débat du franc CFA, et sur le franc CFA qui déchire aussi les jeunes. Mais je voudrais qu'on vienne un peu, on a vu que... Est-ce que je peux dire un mot général sur l'immigration quand même avant Oui, ça fait partie, tout ça, oui, parce que c'est suite aussi à cette immigration qu'il y a eu le développement des choses ici et là, la consolidation des choses ici et là. Mais donc on a vu que notre confrère de France Info qui veut voir disparaître Africa 24 pour le remplacer, est-ce que ça sera un instrument d'influence plus puissante sur l'Afrique ou... France 24. D'abord, il s'agit de France 24, effectivement, et ce n'est pas un confrère, c'est le rapporteur du texte de loi sur l'audiovisuel, qui s'appelle Quentin Bataillon, et qui effectivement envisage l'hypothèse d'une disparition de France 24 et d'une diffusion de France Info Télévision à l'international en lieu et place de France 24. Je pense que ça serait une erreur absolument majeure. Les médias français internationaux publics ont un rôle spécifique, ils savent à qui ils parlent, ils connaissent leur public, ils parlent
parlent différemment et ils ont un rôle effectivement de soft power, mais c'est pas un rôle politique, c'est un rôle de transmission aussi de valeurs, les valeurs françaises, les valeurs de la République, les valeurs de l'égalité des genres, les valeurs de la laïcité, ce type de choses. Donc ça, c'est France 24, c'est Radio France Internationale et c'est Monte Carlo Doualiya vers le monde arabe, qui sont des médias absolument irremplaçables. Donc je pense que ce Quentin Bataillon devrait un petit peu regarder ces médias avant. Alors déjà, on trouvait ces médias avec un rôle d'acculturation des Africains. Est-ce que si son projet prend forme, ça sera pire, la déchirure va s'accentuer? Pardon, je ne vois pas du tout en quoi ils ont un rôle d'acculturation des Africains. Oui, mais je parle de la perception des Africains. Je crois que mon confrère comprend bien ce que je dis. Oui, mais très franchement, moi je défends toujours mes confrères, que ce soit de France 24, de RFI. Je veux dire, on s'imagine toujours qu'on nous appelle pour dire ci, dire ça. Voilà, c'est par rapport à ça. Il faut quand même savoir tout ça, on est largement dépassé par les réseaux sociaux, même nous les journalistes, il faut reconnaître ça, que finalement ce que peuvent dire même, je veux dire, si les gens même qui regardent France 24, il y a tellement de diffusion de moyens d'expression, y compris vous-même. Moi-même, les gens pensent que donc, nous sommes là à la solde, on est payés. Justement, si on vient chez vous, c'est pour au moins quand on me demande sur n'importe quel les réseaux sociaux et autres, on va pas que à France 24 ou autre. Donc je veux dire, c'est important. On est encore une fois. Il faut voir qu'il y a cette multiplicité comme ça d'interventions, de canaux et autres, et c'est une bonne chose. On parlait de souveraineté, il y a aussi la diversité. Cette diversité, c'est une très très bonne chose. Je veux dire, c'est des communautés parfois. Regardez comment, vous avez au moins, il y a on dit 200, 300 000, j'en sais rien, 400 000 Maliens, et malgré les relations... La deuxième plus forte communauté d'Afrique après l'Algérie. Et malgré des relations extrêmement dégradées entre la France et le Mali, ça n'a pas empêché des communautés d'être français et de pouvoir vivre ensemble autant en France qu'ailleurs, avec des relations personnelles, humaines, au-delà même de la politique. Mais je voulais dire un mot sur l'immigration quand même pour rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, je pense que nos débats sont absolument catastrophiques pour notre image. La manière dont on parle de l'immigration dans ce pays, quand on dit le grand remplacement, vous imaginez quand vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, vous prenez ça dans la figure, le grand remplacement. Non, mais on croit rêver. Donc, ce type de mots, ce type de dialectique, cette image de fermeture que la France renvoie en permanence d'elle-même est totalement catastrophique pour son image. C'est sa délivrance des visas aussi, évidemment, les frais universitaires différenciés pour les étudiants étrangers. Enfin, tout ça, c'est une catastrophe. C'est depuis que le ministère de l'Intérieur s'est substitué à la diplomatie française, aux affaires étrangères. C'est depuis que les visas... Pour les visas. Et effectivement, depuis les attentats qu'il y avait eu, c'est le ministère de l'Intérieur qui décide des visas. Donc quand vous ne pouvez pas faire venir des universitaires ou des artistes, on va vous dire « Ah oui, mais c'est… les diplomates vont dire « Ah nous, on n'y peut rien, c'est l'intérieur ». Donc c'est vraiment un grave problème. J'ai été très frappée cet été par une tribune qui est parue dans un journal ivoirien, Fraternité Matin, de Venance Conan. Venance Conan, c'est un grand journaliste ivoirien, c'est pas un ennemi de la France. Ce n'est pas un anti-français. Il a écrit une tribune qui s'appelle « Il va me falloir apprendre à vivre sans la France ». Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce monsieur, qui est un grand journaliste qui a trouvé refuge en France dans les années 2011, au moment où il était pourchassé dans son propre pays, s'est vu refuser un visa pour assister à un conseil d'administration de la Fondation Orange, dont il est membre. Donc là, si vous voulez, les bras vous en tombent et vous comprenez qu'il y a un problème majeur. Alors, avant qu'on ne parle de tout changer pour que tout change. C'est le titre de mon papier à apparaître dans la revue politique. On va demander à Virgilio de nous dire un peu s'il est possible que tout change pour que... tout change pour que... Tout change. Pour que tout change. Avec rien ne change. Avec justement la dureté de la position de la France vers Niamey, alors qu'à N'Djamena ou au Gabon, elle semble plus souple. C'est vrai qu'il n'y a pas de protocole additif dans la charte de la CEMAC, contrairement à celle de la CEDEAO, mais ce qui est visuellement transmis, c'est que la France accepte
en Afrique centrale ce qu'elle n'accepte pas en Afrique de l'Ouest? Je disais à l'entame de mon propos que chaque pays a sa spécificité. Les mêmes intérêts que les Français ont à N'Djamena ou à Niamey, ce n'est pas les mêmes intérêts qu'ils ont à Libreville ou ailleurs, ou à Abidjan par exemple. Oui, tout va changer. Le monde change. Aujourd'hui, le monde est un chantier à ciel ouvert. Il est en train de changer. Aujourd'hui, on voit des Africains qui vont vivre à Kuala Lumpur, à Malaisie, qui n'ont plus besoin de la France. Il y en a qui quittent la France parce qu'ils estiment qu'ils ne trouvent plus leur compte. Évidemment, les choses changent. Maintenant, c'est à nos interlocuteurs français, c'est à nos amis français d'évaluer la chose. Il faut absolument une évaluation, une politique d'évaluation qui permette ou qui fasse en sorte que les gens puissent continuer à fraterniser, à collaborer avec la France. Mais pour l'instant, en effet, les choses changent, plus que les hommes aussi changent. Est-ce que l'autrice de Tout change pour que tout change est d'accord avec ce que dit Virgilio? Parce que je pense qu'avoir cerné des réticences dans le cadre du développement actuel des relations ici et là-bas. Alors, je pense que la difficulté avec la France, c'est que c'est un pays qui a effectivement des intérêts, mais qui se veut porteur de valeurs et de principes, les valeurs universalistes, etc. C'est une réalité. On est un pays qui se veut porteur de valeurs et de principes. Et que quelquefois, il y a un télescopage entre nos intérêts et les valeurs, et que quelquefois, on privilégie nos intérêts, et que quelquefois, on privilégie des valeurs. Et qu'au Tchad, on a sans doute privilégié des intérêts, alors qu'au Niger, on a privilégié des valeurs. Parce que moi, je suis de ceux qui considèrent que le soutien très fort qu'on a eu envers Mohamed Bazoum était une bonne chose, mais parce que on soutenait effectivement un président élu, qui avait la légitimité de l'élection. Donc, mais simplement quand dans le même temps, au Gabon, on donne le sentiment de ne pas faire la même chose, on est forcément incompris. Mais je pense qu'on a raison en fait quand on défend nos valeurs et quand on ne déroge pas sur nos valeurs. Alors, Antoine Glaser, vous qui avez sillonné les palais, les peuples, les cases... Les palais. Vraiment. Non, ça veut dire que vous avez aujourd'hui... Moi, c'est une fierté de vous avoir... parce que vous avez... Non, ça veut dire que vous avez de la bouteille. Vous avez rencontré des gens d'en haut et d'en bas. Et aujourd'hui, vous avez un regard cohérent, conséquent par rapport à ces relations-là, comment aurait pu ne pas arriver à ce stade-là si la France avait su se tenir. Par exemple, lorsqu'on voit que c'est quand même Jean-Marie Bockel qui arrive à N'Djamena, alors que il vient d'avoir mort d'un opposant, et qu'on voit comment la France maintient Bazoum, veut que Bazoum soit maintenu. Et d'ailleurs, elle a été la première, avant même la CEDEAO, à faire. Emmanuel Macron a été le premier à discourir et à tenir un langage ferme et à vouloir que la CEDEAO aille dans un certain... qu'il aille dans le sens de la CEDEAO si la CEDEAO maintenait une posture de fermeté. Donc c'est cette image-là, est-ce que ça n'a pas aussi contribué à vraiment renforcer ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir dans certaines conditions et qui renforcent cette idée de souveraineté qui n'a jamais manqué en fait en Afrique? Enfin, je vais reprendre un peu l'idée de Geneviève entre les principes et les intérêts. Le problème, c'est que finalement, pour Emmanuel Macron, dans un premier temps, il ne voulait pas entendre parler de l'ancien précaré francophone en considérant que c'était la corruption, il ne voulait pas entendre parler. Sauf qu'il a été rappelé par la réalité. Il me l'a dit aussi la première fois. Il avait fait son stage au Nigeria. Et son stage au Nigeria, il ne pensait qu'aux pays anglophones, lusophones, il ne voulait pas entendre parler de précaré. Il n'avait pas mis les pieds dans le précaré au cours de son premier mandat. À son deuxième mandat, la Russie est arrivée. À ce moment-là, il s'est précipité au Cameroun, au Bénin, etc. en disant aux Africains, mais qu'est-ce que vous ne voyez pas, les Russes sont des coloniaux, etc. Mais pour en revenir au principe, plus la France elle est faible, plus elle s'assoit sur ses principes. Et Emmanuel Macron, il a bien vu que les intérêts des Français, il ne faut pas sous-estimer. Moi, je dis toujours, ça sera des jeunes peut-être qui feront un livre où ils expliqueront la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique par du franco-français. Le problème, c'est que le poids, par exemple, des militaires en France, ça compte énormément. Et vous parlez de Jean-Marie Bockel.
moi, je pense que le problème de Jean-Marie Bockel, c'est plutôt qu'Emmanuel Macron l'a envoyé, moi je veux dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'effectivement, malheureusement, il a eu son fils qui est mort avec un accident d'hélicoptère, qui était officier, qui pilotait un hélicoptère. Et donc, le problème de Jean-Marie Bockel, il a été envoyé pas du tout par rapport aux États africains, il a été renvoyé pour expliquer aux militaires français qu'il faut rentrer maintenant. C'est ça la réalité. Voilà, la réalité, elle est dite. La France même, devenue SDF, avec une armée SDF, comment réduire les bases, etc. Donc je veux dire, Jean-Marie Bockel, lui déjà qui s'était fait, à mon avis, débarquer à l'époque par Omar Bongo quand il ministre de la coopération, mais il ne faut pas sous-estimer le côté franco-français. Ça veut dire, on pense toujours que la France, mais la France, Emmanuel Macron, il faut garder son armée, il a ses députés, est-ce qu'il y a des débats à l'Assemblée ou pas? Vous voyez l'ancien chef d'état-major de l'armée française, Lecointre, il dit c'est pas normal qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée. On y reviendra justement dans la dernière partie de notre émission. Il faut, à mon avis, essayer d'avoir un angle différent. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants pour parler de la suite et conclure, j'espère, en voyant des perspectives entre ce qui pourra encore subsister ici et là-bas comme relation. Merci. À vos marques. Nous allons continuer donc avec notre émission qui parle aujourd'hui de l'ambiguïté stratégique de la France en Afrique. Justement, nous allons commencer cette fois avec Geneviève Gotzinger. Comment avez-vous compris ce qu'a dit le général Gointre par rapport aux relations France-Afrique, très mal perçues d'ailleurs par les Africains, par nombre d'Africains? J'ai compris qu'il y ressentait une énorme frustration devant le départ de l'armée française du Sahel. Manifestement, ça lui fait mal au cœur. Bon, c'est un militaire, c'est normal. Après, il y avait une vraie maladresse dans cette fameuse petite phrase on reviendra un jour. Enfin, je sais plus la manière dont il l'a exprimé, mais en substance, c'est ça. Même si c'est dans 10 ans, nous reviendrons parce qu'il a vu que la proximité entre l'Afrique et... oui. Mais cette proximité, justement, est-ce qu'on ne peut pas... est-ce qu'il n'est pas possible plutôt de voir les ennemis naturels que nous avons et nous mettre ensemble pour gérer ça, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, la sécheresse, les problèmes climatiques, se mettre ensemble, et que la France souvent apprenne à gérer son problème de sécurité de l'intérieur par ses frontières et non pas toujours envoyer les... Ce qui est vrai, c'est que la France doit cesser d'avoir une approche hyper sécuritaire de sa relation avec l'Afrique. Il y a d'autres éléments, effectivement, la culture, le soft power, des tas de choses, l'aide climatique. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, mais il faut sortir, je pense, un certain temps en tout cas, de cet aspect sécuritaire. Après, si... nos amis et nos partenaires africains souhaitent que, de manière ponctuelle, sur des points donnés de formation, on puisse venir en appui, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est certainement pas le moment aujourd'hui de se reprojeter dans ce type de problématique. On est très loin de ça. Voilà, Virgilio, donc beaucoup de tes compatriotes africains ont perçu en ce qu'a dit... le général Lecointre comme s'il devrait venir recoloniser l'Afrique. Comment avez-vous perçu ce discours-là qui a beaucoup choqué les Africains? Les propos du général ont été des propos dévastateurs pour la relation franco-africaine, parce que c'est des propos d'un autre âge. Le général, comme disait Geneviève, est certainement un nostalgique, mais qu'il sache que les politiques aujourd'hui avancent et les hommes changent. On parlait de changement tantôt. Et c'est Hobbes qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Je pense que le général devrait revoir ses classiques. Est un loup pour la France. Voilà. Donc le général devait revoir un peu ses positions. On ne parle pas comme ça. Surtout pas un personnage comme le général Lecointre. C'est pas possible. Il faut qu'il sache qu'aujourd'hui, c'est une génération, ce sont des jeunes gens qui sont aux affaires, ce sont des gens qui ont fréquenté les écoles françaises et qu'ils devraient se poser la question de savoir aujourd'hui pourquoi nous envoyons nos vaillants combattants se former en Chine ou en Russie. C'est des questions fondamentales. Pourquoi ?
c'est que quelque part, ils ont failli. C'est pas jeter la pierre à la France, non. La France est un partenaire privilégié pour l'Afrique, pour le Gabon, mon pays, pour d'autres pays aussi à côté, les pays francophones j'entends, mais qu'ils revoient un peu leur logiciel, quoi. Alors, la tribune de Geneviève Götzinger est justement, c'est en exclusivité, hein, elle n'a pas encore diffusé cette tribune. Et alors, c'est un numéro spécial, pardon, je dis quand même, numéro de ma tribune. Voilà. C'est un numéro spécial de la Qu'est-ce revue qu'il faut politique et changer parlementaire. pour que tout change Qu'est-ce qu'il faut changer entre ces relations pour que tout change? Ou est-ce qu'il faut laisser chaque parti évoluer différemment? D'abord, moi, comme je dis toujours, je suis un petit blanc des bords de Seine. Et donc, moi, je suis journaliste, hein, je ne suis pas ni consultant ni expert. Donc, je ne veux pas dire voilà ce qu'il faut faire. Simplement, il faut inverser le problème. C'est-à-dire se dire, qu'est-ce qu'est la France sans l'Afrique? Si on inverse le truc, c'est hyper intéressant. La France ne peut pas se passer de l'Afrique, ne serait-ce que pour les questions géographiques. Ne peut pas se passer non plus, pour l'instant, elle a encore une diplomatie d'influence, même si elle a toujours le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, mais c'est un poste que que regardent avec attention les Chinois qui aimeraient bien lui ravir ce poste. Sur le plan économique, par rapport, maintenant c'est normal d'ailleurs, elle contrôlait des marchés à 50-60%, elle est passée de 12 à 4%, alors que les Chinois sont maintenant, alors que la France est à 4% de part de marché, les Chinois sont à 18,8%, elle doit prendre compte des réalités. Le problème de la France, c'est que ses propres alliés et partenaires, depuis là, le Niger, l'ont quasiment abandonné. Avant, c'était vraiment, il y avait la France, tous les partenaires étaient en vol de canard derrière la France. Il y avait la France, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a eu l'erreur de la Libye déjà, ou même ses propres partenaires, quand on voit que Barack Obama considère que, dans son livre, Barack Obama, il dit que c'est sa principale erreur de politique étrangère, c'est la Libye, d'avoir été entraîné en Libye, qui a implosé complètement toute une partie du par Sahel. la France de Sarkozy. Exactement, et donc... Là. Je veux dire, qui a contribué à faire de la France le visage à donner à la France le visage du diable qui semble lui correspondre. On voit bien France n'est pas un diable. Non, mais j'ai pas dit que, je tourne vers moi. J'ai pas dit qu'elle est diable. J'ai dit ça semble lui ça correspondre. m'étonnerait que ça soit écrit comme ça. Non, c'est pas écrit. Non, j'ai pas dit. Non. Ça, c'est moi qui le dis par rapport au ressenti quand les jeunes Africains. J'ai pas. Je suis pas. Non, pas du tout. Ne comprenez pas au premier degré. Non, j'ai bien compris, mais j'ai toujours du mal quand j'entends la globalisation aussi les jeunes Africains. Pardonnez-moi. Je pense qu'il y a un effet de loupe que donnent les réseaux sociaux aussi, et d'un certain nombre de personnalités qui sont très actives, quelquefois très payées aussi pour le faire. Non, mais il faut quand même être franc dans ce qu'on dit. Vous avez quand même aujourd'hui un néo-panafricanisme qui est pas forcément d'une totale honnêteté dans son approche. Bon, voilà. Et qui, contrairement aux panafricanistes originels, je dirais, ceux des indépendances, ce post-indépendance qui en fait revendiquait pour leur pays la souveraineté au nom de valeurs universalistes qui devaient s'appliquer aussi à eux, des valeurs auxquelles l'Afrique avait droit aussi, et c'est au nom de ces valeurs qu'ils se battaient. Aujourd'hui, on a des néo-panafricanistes qui rejettent ces valeurs universalistes comme étant un produit d'importation occidentale, ce que moi je considère comme complètement faux. Donc voilà, je pense qu'on reviendra là-dessus à un moment. Justement, Virgilio, le narratif de ces néo-panafricanistes, justement, a contribué, c'est certain, à exacerber le regard des Africains sur la France. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça change? On revient sur avant de revenir sur la signature de Geneviève, je répondrai à Antoine qui a posé la question: que peut faire la France sans l'Afrique? Omar Bongo avait une phrase extraordinaire qui fait date aujourd'hui, c'est que la France sans le Gabon, enfin je dirais ça, sans l'Afrique, est une voiture sans carburant. Et le Gabon, enfin l'Afrique sans la France, est une voiture sans chauffeur. C'est génial ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est réfléchir ensemble. Je pense que nous avons en Afrique un symbole qu'on appelle l'arbre à palabres.
c'est de s'asseoir avec nos interlocuteurs, c'est de s'asseoir avec un pays, un grand pays comme la France. Hein. La France est un grand pays quand même, c'est une grande nation, c'est la patrie des droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre à nos amis français que nous sommes indépendants depuis 1960 et que laissez-nous vivre notre indépendance, surtout laissez-nous notre liberté de penser surtout. Parce que les jeunes aujourd'hui ne pensent plus, ne rêvent plus. On ne rêve qu'au travers des réseaux sociaux et de choses, mais on a envie de rêver autre chose, on veut construire nos pays. Il y en a qui viennent étudier en France et qui repartent travailler en Afrique. Mais ils sont contents d'avoir quand même acquis des valeurs. Moi, j'ai étudié en France, je remercie la France. J'ai partagé beaucoup de choses avec des amis français. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut une réflexion profonde, et que les choses avancent. Alors, le tassement pour peut-être recoudre, du moins, les relations sociales avec ce continent où le pays, la France, qui a tissé des relations, on ne peut pas le nier, de mariage, d'amitié de tout genre. Est-ce qu'il faut rompre brutalement, comme le demandent certains Africains aujourd'hui, par les extrémistes qui sont payés par certains pays pour radicaliser les jeunes dans ce rapport-là, ou est-ce qu'il y a quand même encore une possibilité de rattraper ou vraiment de laisser définitivement l'Afrique évoluer par elle-même? Non, mais il faut, de toute façon, l'Afrique, elle évolue par elle-même, l'Afrique. Elle évolue, je veux dire, l'Afrique, elle est totalement mondialisée. Les dirigeants, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Donc, les choses ne peuvent pas. Même quelqu'un qui voudrait ne peut pas. C'est fini. Je veux dire, à la place de la France, je veux dire, même en Europe. Avant, j'ai expliqué que les propres alliés de la France, maintenant, quand vous voyez un peu que ce soit même les Allemands ou autres, ils demandaient toujours aux Français qu'est-ce qu'il faut faire dans ces pays. Maintenant, ils ont leur propre politique bilatérale. Chacun sa propre politique. Vous pouvez pas, c'est pas des choix politiques, c'est la réalité, c'est la réalité. C'était la France n'a plus ses positions en Afrique, c'est normal. Encore une fois, je reprends toujours mon idée comme quoi elle est restée assez crue chez elle trop longtemps en Afrique, elle était totalement déphasée. On a vécu un anachronisme historique parce que les jeunes Africains avaient l'impression qu'avec les militaires français, que c'était l'ensemble de la France, etc. Il y a aussi toute une communauté française d'origine africaine. Vous n'avez pas à tirer une ardoise magique comme les enfants pour faire disparaître ça du jour au lendemain. Tout ça a une existence. Il faut redescendre dans une réalité. Encore une fois, il faut sortir de l'anachronisme. On est en 2024. Qu'est-ce qui se passe en 2024 ? En Afrique, en France, voilà. En Méditerranée. Est-ce que si les Algériens s'entendaient avec les Marocains, ça ne changerait pas un jour tout par rapport, et en ce moment ça tendance plutôt à se dégrader. Vous voyez, les choses sont en évolution. Et c'est pas, même si évidemment on vit plus dans une monarchie qu'autre chose en France, c'est pas un chef d'État à l'Élysée qui va décider de ce qui se passe. Il l'a bien vu d'ailleurs, il a bien vu que c'était un échec, toute sa politique c'était des mots, mais il voyait bien qu'effectivement c'était un échec. Arrêtez. Est-ce que, Virginie, est-ce qu'il faut maintenant quitter la réelle politique, la réelle économie pour la réelle sociale, c'est-à-dire une société basée sur la connaissance autrement des Africains afin de leur permettre d'avoir des choix et un autre regard sur des relations qui pourront être profitables certainement à tous. Sadio, rien n'est impossible à celui qui croit. Je pense que quand on croit, on y arrive. Il faut tout simplement repenser la politique de coopération avec la France, avec même l'Europe. Je n'aime pas quand on parle trop de France. Aujourd'hui, il faut parler Europe. Il faut discuter avec l'Europe. Quand on discute avec la France, on discute avec l'Espagne, avec l'Angleterre, avec... bon, peut-être pas l'Angleterre, mais bon, l'Allemagne surtout, qui est le moteur économique en Europe. Je pense qu'il faut revoir ces politiques-là et il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas. Parce que rompre pour rompre, parce que la rupture n'est pas toujours, surtout si la rupture est violente, il faut faire très attention. D'accord. Geneviève, on va finir avec Geneviève. Oui, moi je pense qu'il faut... Est-ce qu'elle peut nous dire si aujourd'hui la jeunesse africaine a pu arriver à faire baisser d'un cran la France de sa posture jupitérienne? Wow.
produire. Alors, non, franchement, moi, je ne peux pas parler au nom de la jeunesse africaine. Je suis ni jeune ni africaine. Est-ce que les contextes, bon, je reformule, est-ce que les contextes ont fait que aujourd'hui la France n'a pas d'autre choix que d'avoir un langage? Non, elle est obligée. Elle a d'enlever son ambiguïté vis-à-vis des relations avec tel pays et tel autre. Elle est effectivement bousculée par tout ce qui se passe, si c'est ce que vous voulez me faire dire, effectivement par les jeunesses africaines sans doute. Je pense que tout va changer le jour où elle arrêtera de s'ingérer aussi dans les affaires intérieures et les affaires électorales d'un pays. Le jour où, quand il y a une élection au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou je dirais pas au Cameroun puisqu'il n'y en a pas, mais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire par exemple, on ne se demande pas qui est le candidat de la France. Vous voyez, le jour où il n'y aura plus de candidat de la France, et à cet égard, ça serait bien que peut-être la France n'affiche pas pour l'année prochaine en Côte d'Ivoire comme elle le fait le choix pour un candidat, en l'occurrence Tidjane Thiam. Voilà, donc c'est sur ce note que nous quittons. On a eu sur Global Africa, Télé Sud, dans l'émission Tumulte, qu'est-ce que l'ambiguïté stratégique de la France en Afrique, avec pour invité Virgilio Fumangoy, économiste gabonais, Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, ancienne présidente générale, directrice générale de RFI et actuellement membre de l'Académie des sciences de l'Outre-mer. Et enfin, Antoine Glaser, grand baroudeur. Oui, en n'exagérant rien. Nous, c'est un plaisir d'avoir des aînés qui transmettent, qui on a toujours dans notre confrérie, le rôle de l'aîné, que ce soit ici ou là-bas, compte. Parce que c'est ce qui constitue le patrimoine qu'on lègue aux prochaines générations du métier. Je suis le vieux de la bibliothèque qui brûle. Non, il ne faut pas voir la vieillesse du point de vue français. Il faut le voir du point de vue africain. Mais moi, je dis toujours, il faut apprendre de l'Afrique. Absolument. Français, apprenez de l'Afrique. Bien sûr. Donc voilà, on se retrouvera donc dans un instant pour la dernière partie de cette émission qui va nous voir comment les jeunes d'ici s'activent dans une entrepreneuriat de développement entre la France et l'Afrique. À tout de suite. Voilà, aujourd'hui, nous allons, dans cette dernière partie de notre émission, parler des relations entre l'Afrique et la France, où un jeune Malien, par l'initiative FAV, a mis à Paris, exactement à Montreuil, l'initiative L'Afrique à Montreuil, des gloires du football africain. L'événement a été parrainé par Samuel Eto'o pour dire qu'il est possible de développer l'Afrique par le sport, et l'Afrique et la France doivent se tenir justement pour tenir de telles initiatives et continuer à grandir ensemble. Voilà, vous allez pouvoir suivre d'un bout à l'autre Samuel Eto'o, Bouba Fané et l'ambiance qui a prévalu dans la mairie de Montreuil, partenaire de l'événement FAV. La plus belle des choses pour moi est d'apporter ma contribution à notre beau continent à travers notre beau pays, le Cameroun. À chaque fois, nous avons des défis qui se présentent à nous. J'ai été joueur comme la plupart de mes coéquipiers. Je suis sorti des stades. J'ai pris la décision d'attaquer une autre carrière. J'avais le choix de dire je pouvais être entraîneur de football parce que c'est d'abord une passion, mais je me suis dit non. J'irai chercher le plus difficile, la présidence de la fédération. D'aucuns m'ont dit Samuel, tu es fou. C'est impossible. D'autres m'ont dit c'est un milieu fermé, tu ne pourras jamais arriver. Avec les différents soutiens des uns et des autres, nous avons gagné cette élection.
Et depuis bientôt plus de 2 ans, nous déroulons exactement le projet que nous avons promis. Mais figurez-vous que pendant que nous développons et nous déroulons notre programme, certains d'entre nous disent non, c'est pas bon. Mais dites-moi, on m'a voté pour dérouler mon programme sur la base de mon programme. Alors comment faire? Je dis non, je vais continuer. Pourquoi? Parce que pour nous autres qui avons eu la chance d'évoluer dans ce continent, nous savons que c'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Et je ne compte pas combien de nuits blanches j'ai eues avant des rencontres où c'était vraiment difficile. Mais au final, nous avons gagné. Donc je pense que dans cette présidence, c'est dur. Mais nous allons arriver à atteindre nos objectifs. Alors, cette Afrique qui montre son visage ici à Montreuil, je vais vous dire, nous représentons des millions de rêves. Je vais vous dire, en Europe, le football a beaucoup plus de pouvoir parce que les gens ont compris que c'est un business. Le nord de l'Afrique a compris que le football était avant et après tout un business. Mais le sud de l'Afrique peine encore à le comprendre. Le sud de l'Afrique peine encore à se positionner pour avoir la part du gâteau. Le premier transfert qui se fait généralement, de l'Afrique vers l'Europe, quand on a trop payé, on a payé $200,000, 300,000. Pour le même joueur, 6 mois après, on paye 30 millions de pounds. Qui gagne cet argent? C'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique. C'est pourquoi nous menons ce combat. Pour nous autres, c'est un combat juste. Pour nous autres, nous rêvons de voir notre continent devant. Nous avons décidé de solliciter le parrain Samuel Eto'o de parrainer notre initiative parce que nous, aujourd'hui, on veut montrer à Samuel Eto'o, à Jérémy Djitap, que c'est dans l'union qu'on pourra faire de l'Afrique un continent où il fait bon à vivre. Donc aujourd'hui, c'est de vous dire, monsieur le parrain Samuel Eto'o, notre objectif, c'est de vous entourer par des meilleurs jeunes africains. Aujourd'hui, notre association AfriFoot pour le développement économique, écologique et solidaire est composée par des jeunes venant du Sénégal, du Bénin, du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très nombreux et on est en train de sélectionner les meilleurs. Donc, peut-être dans nos différents parcours, on a fait des erreurs, mais l'erreur est humaine. Aujourd'hui, il faut qu'on change le continent. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de ceux qui dirigent nos institutions. Les vraies institutions en Afrique, c'est vous désormais. Et nous ferons en sorte que l'ensemble des grands opérateurs économiques, les chefs d'institutions africaines vous soutiennent dans cette initiative. Je peux vous mettre.